Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Depuis hier 16 septembre 2021, le Togo est entré de nouveau dans un état d'urgence sanitaire, cette fois-ci pour 12 mois et non 6 comme les 3 autres précédents. L'État avait sollicité 6 mois mais a reçu finalement 12 de la part de l'Assemblée nationale. En plus, de nouvelles mesures restrictives sont aussi en vigueur depuis le 10 septembre dernier pour tenter de freiner, de baisser considérablement la courbe ascendante des cas de contamination de coronavirus. Ces nouvelles mesures font grincer des dents. La vaccination est visiblement obligatoire pour certains. Des stratégies gouvernementales jugées agressives, répressives, impopulaires, doublées de défauts d'anticipation. Certains citoyens iront même loin pour parler de l'incohérence, du cafouillage et de l'amateurisme même dans la gestion de la pandémie par l'exécutif. Pour élucider toutes ces zones d'ombre, nous recevons pour vous ce matin, comme annoncé dans le sommaire, le professeur Akoda Ayewa, dans le porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, vous encore bonjour. Au lendemain de ces mesures restrictives prises et l'obtention des 12 mois d'état d'urgence sanitaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, quel sentiment anime le gouvernement visiblement? C'est un sentiment de détermination dans la lutte contre cette pandémie. Le gouvernement est à pied d'œuvre depuis plus d'1 an aujourd'hui pour jouer son rôle régalien qui est celui de la sécurité de nos concitoyens. Et plusieurs mesures sont prises au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie pour apporter des réponses à celle-ci. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup de détermination, de responsabilité et d'humilité aussi face à cette pandémie qui est très, très agile, on va dire, que le gouvernement travaille au quotidien au service des populations. Et justement, par rapport aux populations, est-ce que vous pensez que c'est la même détermination par rapport à ces dernières mesures prises, par rapport à ce que vous avez écouté de gauche et à droite? La détermination du gouvernement reste intacte, puisque l'objectif, c'est d'arriver à endiguer cette pandémie. Alors, vous le savez, c'est une responsabilité, et cette responsabilité, elle est exercée en étant particulièrement à l'écoute des populations. On ne le dira jamais assez, pendant cette période qui est longue, les populations ont fait preuve de beaucoup de sacrifices et beaucoup de disponibilité, on l'a vu, et le gouvernement en est particulièrement conscient, sensible, et c'est exactement pour cela que le gouvernement est à pied d'œuvre pour essayer d'enrayer le plus rapidement possible cette pandémie afin que nous puissions rebasculer dans une situation normale. Mais ces mesures sont jugées encore trop coercitives par les mêmes populations qui voient derrière ces mesures-là une façon quand même de les étouffer encore plus. Alors, est-ce que ces mesures sont coercitives? Je ne l'entendrai pas comme cela. Il s'agit d'une question de responsabilité finalement. Et le gouvernement joue son rôle en étant le plus près possible des populations dans cette lutte-là. Alors, que certains de nos compatriotes le vivent mal, il me semble que cela s'entend. Et c'est la raison pour laquelle aussi la souplesse est de mise dans le déploiement des différentes mesures qui sont prises par le gouvernement. Le gouvernement comprend parfaitement les difficultés qui peuvent exister ici et là. Mais il nous faut tout simplement nous organiser, nous mobiliser pour aller vers cette vaccination et rapidement pouvoir atteindre l'immunité collective qui nous permettra de reprendre des activités normales. Nos activités. Aujourd'hui, c'est 12 mois, 1 an que vous venez de bénéficier de la part de l'Assemblée nationale, alors que la chef du gouvernement était partie pour obtenir 6 mois. Pour certains Togolais, il serait quand même loisible de faire le bilan des 3 précédents états d'urgence sanitaire. Qu'est-ce qui a été fait durant ces 3 précédentes éditions avant ce nouveau renouvellement, monsieur le ministre? Alors, ce qui a été fait, je risque de rappeler
ce que tout le monde sait déjà. Alors, première phase le gouvernement est parti sur une stratégie très simple. La stratégie, c'était d'abord de proposer une riposte, de démontrer la résilience et de faciliter la relance de l'économie. Et ces trois niveaux ont été déployés au fur et à mesure par le biais de l'état d'urgence. Vous le savez très bien, l'état d'urgence, c'est un mécanisme qui est proposé par l'article 94 de la Constitution et qui permet, dans des situations exceptionnelles, de donner un certain nombre de pouvoirs à l'État pour que l'État puisse agir sans avoir à faire tous les circuits parlementaires et d'être assez agile justement dans son activité au quotidien. Alors, le gouvernement, au plus fort de la crise, a assuré une redistribution de la richesse, par exemple par le jeu de Novici. Le gouvernement a fait en sorte que d'endiguer un tout petit peu la propagation du virus en mettant en place un couvre-feu, en facilitant l'acquisition de dispositifs de lave-mains, de gel hydroalcoolique, les masques, etc., en réduisant les taxes ou en exonérant de taxes certaines activités. Et au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, le gouvernement s'est adapté. S'est adapté. Aujourd'hui, le gouvernement a changé de braquet parce que la vaccination est possible et elle permet justement de réduire un tout petit peu les niveaux de contamination. Donc le gouvernement s'est engagé sur la vaccination en plus du dispositif COVAX notamment qui nous permet d'avoir des vaccins par le jeu des dons. Le gouvernement a acquis des lots de vaccins et a mis en place une stratégie particulièrement dynamique pour pouvoir vacciner les populations. Donc, au fur et à mesure que la pandémie avance, le gouvernement s'adapte et essaye d'apporter des réponses. Ok. Donc aujourd'hui, si on veut bien comprendre les mesures d'urgence sanitaire qui ont été prises dans le temps, ça a été quand même au bénéfice de la population. Au niveau quand même de ces mêmes populations, monsieur le ministre, c'est vrai que ces 12 mois qui s'annoncent, est-ce qu'il y a encore ces mesures d'accompagnement? Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres mesures d'accompagnement, comme ce fut le cas pour Novici dans le temps? Alors, pour les 12 mois qui s'enclenchent, je le disais, le gouvernement s'adapte au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie. Actuellement, le parti qui a été pris, c'est tout simplement de favoriser la relance de l'économie. Mais en marge de cela, le gouvernement essaye parallèlement de mettre en place un dispositif de protection sociale. En réalité, cela n'est peut-être pas visible immédiatement, mais si vous suivez un tout petit peu les différents conseils des ministres qui sont passés, vous verrez, par exemple, que la loi sur l'assurance maladie universelle l'avant-projet a été adopté. Avant cela, il y a eu le programme Mwezu qui a été validé. Il y a eu notamment l'extension des maisons de justice. Donc, le gouvernement met en place un système de protection sociale plus global au lieu d'aller sur des réponses ciblées comme Novici, mais au fur et à mesure que la pandémie nous mettra en face de nouveaux challenges, les réponses vont s'adapter. Cela voudrait dire qu'on peut avoir une réponse du type Novici si la situation l'impose. Donc, le gouvernement s'adapte. Ok. Entre-temps, vous avez parlé aussi des tasses au niveau de l'électricité aussi, sur la TDE. Absolument. Aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce que ça continue ou bien ça s'est arrêté? Ces mesures-là étaient des mesures ponctuelles pour faciliter la préparation de la rentrée scolaire. Et aujourd'hui, la mesure devrait durer 1 mois. Donc, pour le moment, le mois est écoulé, un bilan est en train d'être fait, et en fonction du bilan, il y aura une information qui sera communiquée sur la suite à donner à cette action. Parmi les mesures restrictives prises récemment par le gouvernement qui sont entrées en vigueur depuis le 10 septembre, on note la fermeture des lieux de culte, accès aux bâtiments administratifs subordonnés à la présentation d'un pass vaccinal. On a aussi l'interdiction de toute manifestation culturelle, politique et puis fermeture de bars et restaurants. Par rapport aux lieux de culte, monsieur le ministre, c'est vrai aujourd'hui, est-ce que c'est aussi un élément important pour freiner la propagation? Pourquoi les lieux de culte vous tiennent réellement à cœur?
Parce que les données de terrain qui sont remontées ont démontré que les lieux de culte aujourd'hui favorisent la propagation du virus avec d'autres lieux. Ce sont des données de terrain, des données empiriques qu'on peut vérifier notamment. Alors, il y a certaines congrégations qui jouent parfaitement le rôle et qui vérifient. Mais il y en a d'autres qui n'arrivent pas à contenir leurs fidèles et qui nous obligent aujourd'hui à aller vers cette fermeture-là. Et on l'a vu, les différents responsables de ces différents cultes sont montés au créneau pour inciter leurs fidèles à aller vers la vaccination pour favoriser une reprise des activités cultuelles. Donc, il s'agit d'éléments pertinents, de terrain, qui ont obligé, on va dire cela simplement comme cela, le gouvernement à aller vers la fermeture à nouveau des lieux de culte. Il en va de même pour les bars. Les bars, on l'a observé. Vous-même, vous l'avez à plusieurs reprises relevé ici. Vos auditeurs n'ont pas manqué d'attirer l'attention là-dessus. Et une fois que ces constats-là sont faits, il faut apporter une réponse. Et c'est la réponse là, du gouvernement. Et par rapport à la présentation des passes de vaccination avant d'avoir accès à chaque bâtiment administratif, comment ça se vit, comment ça se fait dans la réalité, monsieur le ministre? Alors, dans la réalité, ça veut dire que si quelqu'un n'a pas ce carton vaccinal-là, il n'a pas accès, si on peut le dire, à l'administration. Alors, si je prends l'exemple du département de la communication, tous les fonctionnaires de ce département-là sont vaccinés. Donc, ils viennent au boulot avec le pass vaccinal. Et ils rentrent sans difficulté. Maintenant, il y a un système de contrôle qui est mis en place pour que ceux qui accèdent au bâtiment puissent faire vérifier leur passe vaccinal avant d'y aller. Mais au fond, cela nous permet aussi d'expérimenter d'autres formes d'interaction avec nos populations. S'il y a des situations d'extrême urgence et que les personnes ne sont pas encore vaccinées, on peut toujours s'appeler pour essayer de régler la difficulté. Mais le plus important aujourd'hui, c'est d'aller vers la vaccination et puis faciliter l'accès aux différents bâtiments administratifs. Il s'agit d'un choix qui a été fait pour que les uns et les autres puissent comprendre aussi que nous sommes dans une situation qui est délicate. Nous avons dépassé nos capacités d'accueil dans les centres de santé, notamment pour les personnes souffrant des formes graves. Et les études qui sont disponibles aujourd'hui continuent à nous démontrer qu'une fois vacciné, on développe moins les formes graves. Donc, raison pour laquelle il faut y aller et puis essayer de reprendre une vie normale. Est-ce que c'est une bonne stratégie? Une stratégie ne peut être jugée qu'à la fin. On ne peut pas juger une stratégie au début de sa mise en œuvre. Ce n'est pas possible. La stratégie n'est jugée qu'à son efficacité, c'est-à-dire a posteriori. Aujourd'hui, la stratégie a été étudiée avec un certain nombre d'hypothèses. Et fort de ces hypothèses-là, les chances de réussite de cette stratégie-là ont été calculées. Maintenant, il se peut qu'il y ait des aléas, des impondérables qui mettent à mal la stratégie. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la stratégie, elle ne pourra être évaluée et jugée qu'à la fin. J'ai entendu certains de nos compatriotes dire que le gouvernement n'a pas communiqué, n'a pas fait de pédagogie. Et là-dessus, je ne peux pas être d'accord. Vous-même, vous étiez au cœur de cette communication. Il y a certains concitoyens qui ont été bloqués au niveau du service des passeports. Ils n'ont pas suivi le communiqué la veille. C'est vrai que leur passeport est prêt, mais ils sont arrivés, on leur dit non, si vous ne présentez pas la carte de vaccination, vous n'aurez pas accès à vos documents. Ça a suscité beaucoup de remous. C'est ça qu'on dit, qu'il manquait de communication autour de le gouvernement n'a pas manqué de communiquer. Là-dessus, on ferait un faux procès au gouvernement en estimant que le gouvernement n'a pas communiqué. Je suis venu régulièrement chez vous. Vous-même, vous avez fait cette activité de façon continue. Donc, sur la communication, en revanche, je crois qu'on ne peut pas faire de procès. Alors, sur les dernières mesures, l'urgence imposait de prendre ces mesures-là. Et une fois que ces mesures ont été prises, leur application a été réalisée avec de la souplesse, en tout cas sur la première semaine. Maintenant,
ces mesures étant entrées dans les mœurs, entre guillemets, elles sont appliquées de façon beaucoup plus stricte. Ok. Par rapport à cette stratégie, est-ce que le Togo a une stratégie entre griffes 228 pour faire face à la maladie ou bien c'est du copie-coller entre griffes? Le coronavirus togolais n'est pas différent du coronavirus ghanéen ou du coronavirus italien. Donc, peut-être que les solutions que nous proposons ressemblent aux solutions déjà proposées ailleurs, mais nous avons notre stratégie, évidemment. Nous sommes un pays de 56 600 km². Est-ce que nous pouvons proposer une stratégie pour proposée par un pays de 90 000 km²? Non. Nous avons une population de près de 8 millions. Nous ne pouvons pas faire du copier-coller, mais il est clair qu'il y a des similitudes entre les différentes propositions parce que la maladie reste la même. Pour ces pays-là, les vaccins que nous utilisons ne sont pas différents de ceux utilisés ailleurs. Donc, les similitudes sont, pour moi, normales. Seulement, nous avons nos propres réalités. Nous avons des postes de vaccination, par exemple, qui sont fixes et mobiles en même temps. Nous avons un système de déploiement qui est particulièrement agile et qui nous permet de répondre à des difficultés logistiques lorsqu'elles apparaissent. Donc, je pense que les similitudes peuvent être relevées, mais non, elles ne relèvent pas. Comme vous le dites, c'est comme si... Non, sachez que vous calquez sur la situation. Nous n'inventerons pas la roue. Nous n'inventerons pas la roue, mais nous la rendrons peut-être plus lisse ou alors plus solide pour affronter nos rues. Est-ce que ces mesures-là, vous l'avez dit que ça a commencé depuis le 10, ceci pour un mois. Si les choses changent, ça veut dire que si les choses ne s'améliorent pas, on peut le garder jusqu'à 2, 3, 4 mois, monsieur le ministre? Alors moi, j'ai foi en la conscience collective de nos populations et d'ailleurs, ces populations le démontrent au quotidien avec un rythme ou une cadence particulièrement soutenue dans la vaccination. Hier, on était à une moyenne de 30 000 vaccinés. Si nous maintenons la cadence, évidemment que d'ici un mois, nous allons revenir à une situation, à la situation que nous avions avant la prise de ces mesures-là. Donc moi, j'ai foi en cela et je pense que nous allons y arriver parce que nos compatriotes savent ce qui est bon pour eux et ce qui peut nous permettre de revenir à la normale. Ok. Par rapport à la vaccination, monsieur le ministre, aujourd'hui, c'est clair, hein, c'est obligatoire. Cela n'a pas été annoncé ou écrit dans un quelconque texte, mais je peux vous le dire, si vous prenez, pour rendre la vaccination obligatoire, il faut juste un arrêté du ministre de la Santé. Et le faire n'est pas le plus difficile. En fait, on a le sentiment que les uns et les autres pensent qu'il faut absolument rendre la vaccination obligatoire pour qu'il aille se faire vacciner. Tel n'est pas le débat. Le débat, c'est de dire... Mais avec cette dernière mesure-là, ça, c'est une obligation Le déguisée. parti qui a été pris par le gouvernement, c'est d'abord de convaincre nos concitoyens. C'est d'abord de pédagogiser, entre guillemets, nos concitoyens. Et ce parti est maintenu. Le gouvernement est particulièrement sensible, je le redis encore, aux difficultés que cela peut entraîner. Mais en même temps, il y a une question de responsabilité. Et le gouvernement a la responsabilité d'assurer la santé de ses concitoyens. Et pour cela, il y a des mesures qui sont prises justement pour amener les uns et les autres vers la vaccination. Il ne faut pas attendre qu'un arrêté rende obligatoire le vaccin avant de se faire vacciner. Mais pour certains Togolais, par rapport aux dernières mesures, c'est une façon déguisée de rendre cette vaccination obligatoire. Elle n'est pas déguisée, c'est un parti pris, c'est un choix qui a été fait. Et ce choix-là, le gouvernement l'assume pleinement. Le gouvernement l'assume pleinement. C'est un choix de dire que pour aller vers les bâtiments administratifs, il faut se faire vacciner. Et bientôt, les entreprises privées feront de même. Et il y en a certaines qui l'ont déjà fait. Donc, disons-nous qu'il faut simplement se faire vacciner et puis avancer. Par rapport à nos amis étudiants aussi, parce que juste après ces mesures-là, les autorités universitaires ont pris aussi ces décisions que tous les étudiants devaient se faire vacciner, même les nouveaux bacheliers qui veulent s'inscrire aussi à l'université doivent se faire vacciner. Vous voyez déjà l'allure que prend cette décision.
La vaccination est ouverte pour les 18 ans et plus, Oui. ce qui veut dire que ceux qui ont 18 ans et plus sont éligibles à la vaccination. Pour les nouveaux bacheliers, il y a un travail qui est en train d'être fait pour organiser cela et certains qui ont plus de 18 ans sont déjà dans les centres de vaccination. Pour les étudiants en particulier, ceux qui sont déjà là, le gouvernement avait réservé 200 000 doses de Sinovac pour les universités de Cara et de Lomé. La vaccination avait bien démarré jusqu'à ce que les étudiants n'aient une pause, un congé, ce qui a ralenti la cadence de la vaccination. Mais ce qu'il faut dire, et parce que moi j'ai la faveur d'être enseignant aussi, Monsieur de Lomé. Faire cours avec ces étudiants-là, sans les voir en amphi, est particulièrement difficile. L'université a testé plusieurs méthodes, les cours en ligne, avec les difficultés que l'on a pu observer. Les étudiants qui découvraient ce type de fonctionnement étaient particulièrement déboussolés. On a testé des cours en petits groupes. On a multiplié les groupes, nos collègues ont fait cours à des cadences soutenues et cela n'est pas tenable si nous voulons assurer véritablement la continuité de notre formation et le niveau des étudiants. Donc aujourd'hui, s'il faut aller vacciner pour pouvoir observer certaines mesures barrières et reprendre les cours en présentiel, c'est la voie à suivre parce que nos étudiants nous attendent de nous voir pour partager avec nous. Et ceux qui ont moins de 18 ans, parce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre, vous convenez avec moi qu'il y a des enfants à moins de 18 ans, leur bac aujourd'hui, qui sont sur le campus. Bien sûr. Que ferez-vous de ces étudiants-là? Alors aujourd'hui, ils ne sont pas encore éligibles à la vaccination. Et l'interrogation est déjà apparue. Le pass vaccinal sera vérifié à l'entrée, n'est-ce pas? Donc, les personnes qui sont préposées à l'entrée seront sensibilisées par rapport à ces cas particuliers, le temps que les mesures évoluent ou en tout cas le temps que ces groupes d'étudiants de moins de 18 ans puissent être pris en charge. Okay. Depuis l'annonce de ces nouvelles mesures, on a remarqué qu'il y a du monde dans nos centres de vaccination, la ruée vers les vaccinodromes pour certains, et c'est la vaccinmania. Aujourd'hui, on a dit que pour la première journée, le vaccin Johnson & Johnson qui se prend en une seule dose est épuisé aujourd'hui. Monsieur le ministre, ça veut dire que ces mesures-là ont boosté quand même les chiffres de vaccination. Ça doit vous réjouir au niveau du gouvernement. Alors, est-ce que l'heure est à la réjouissance? Pardon. Est-ce que l'heure est à la réjouissance? Je ne crois pas. Je pense que c'est ce qu'il faut intégrer. C'est une détermination, c'est-à-dire que c'est une stratégie, cela a été dit. Et elle est une stratégie qui n'a pas encore abouti, donc on ne peut pas se réjouir. Quand même, malgré eux, hein, c'est juste... C'est bien que nous avancions 10 000, 20 000, 30 000 en moyenne par jour. Je crois que c'est une bonne chose. Cela témoigne aussi de la qualité de la stratégie ou de la qualité de l'organisation. Et il me semble qu'il faut continuer. Il faut continuer pour que nous revenions plus rapidement que les autres peut-être, parce que n'oublions pas un élément déterminant. Nous parlons beaucoup de santé, nous parlons beaucoup de la pandémie, nous oublions que la pandémie elle est liée à la dimension économique aussi. Oui. Et tant que nous ne réglerons pas cette situation pandémique, nous ne pourrions pas retrouver une certaine vitesse de croisière en matière économique. Et si nous ne retrouvons pas de vitesse de croisière en matière économique, nous ne créerons pas de richesse et il y aura des difficultés dans la redistribution au plan social. Donc, il ne faut pas perdre de vue cet élément-là. Ok. Est-ce qu'on a un stock suffisant pour faire face à ce grand monde-là aujourd'hui? Aujourd'hui, hier, par exemple, nous avons reçu encore près de 100 000 doses d'AstraZeneca par l'initiative COVAX. Nous avions jusqu'à hier un stock d'1 million que nous écoulions. Et nous sommes en attente de nouveaux stocks dans la fin de la semaine, en tout cas en début de semaine prochaine, et tout simplement parce que le gouvernement a pris le parti de commander lui-même ses vaccins pour être autonome. Évidemment, nous sommes tributaires du rythme de fabrication et de la disponibilité au niveau du fabricant, seulement parce que nous avons commandé, nous sommes quand même prioritaires. Donc là-dessus, il n'y a pas de crainte. Le gouvernement se bat au quotidien sur le marché pour disponibiliser les vaccins. Est-ce que l'intérieur du pays aussi est servi?
je vous le disais d'entrée, il y a un dispositif logistique qui permet de desservir l'intérieur du pays. Il y a eu des situations délicates où il y a eu des ruptures en termes de disponibilité des vaccins, mais ces situations se corrigent au fur et à mesure. Parce que vous le savez bien, comme je le disais, il y a toujours des aléas ou des petits couacs qui peuvent survenir lors de la distribution ou la mise à disposition à l'intérieur du pays. Et dès que cela est signalé, cela est tout de suite réparé. Et même en termes d'anticipation, l'on va aussi très rapidement redéployer la stratégie pour pouvoir y répondre. En réalité, certains centres ne disposant pas toujours de capacité de stockage importante, on est obligé de fonctionner en flux tendu par endroit, alors que sur d'autres endroits, on fonctionne sur la base de stock. Dans le temps, c'est AstraZeneca qui était le premier vaccin à être administré aux populations. Ça a connu quand même une rupture dans la foulée. Et entre-temps, on nous a dit que ceux-là qui ont pris la première dose d'AstraZeneca peuvent continuer avec Pfizer. Mais aujourd'hui, l'AstraZeneca est de retour. Est-ce que ceux-là qui avaient pris Pfizer, mais ceux qui sont encore restés en attendant la deuxième dose aujourd'hui, peuvent quand même le faire? Bien sûr, vous avez pu observer que ceux qui avaient pris la première dose d'AstraZeneca, évidemment parce que l'AstraZeneca n'était pas disponible, le gouvernement les avait fait patienter, entre guillemets. Donc, ce délai a permis au conseil scientifique, à notre équipe de scientifiques, de travailler sur la possibilité de pouvoir mixer l'AstraZeneca avec le vaccin Pfizer. Donc, une fois que ce travail a été fait... Sans conséquence sur la santé? Absolument. Et une fois que cela a été fait et que l'on s'est assuré de la possibilité de mixer les deux, le gouvernement a autorisé les uns les autres à aller vers le Pfizer. Maintenant que l'AstraZeneca est disponible, on repart sur la base classique de première dose d'AstraZeneca, deuxième dose d'AstraZeneca. Tout ceci... Donc c'est possible aujourd'hui. C'est annoncé des doutes au niveau de la population. Pour quelle raison? La combinaison entre les deux vaccins, AstraZeneca, Pfizer, certains l'ont fait malgré eux. Aujourd'hui, est-ce que vous rassurez la population, monsieur le ministre? C'est pour cela qu'en préambule tout à l'heure, je disais qu'il y a eu un temps de latence dans lequel certaines études ont été menées. Le gouvernement s'est assuré de ce que les deux vaccins étaient compatibles avant d'autoriser les populations. À l'heure actuelle, la vérité scientifique qui est disponible nous permet de dire que les deux vaccins peuvent être utilisés sans difficulté. Ok. Aujourd'hui, par rapport à cette vaccination, les Togolais se demandent quelle est la qualité de ce que vous les inoculez. On va écouter une déclaration de la chef du gouvernement qui fait polémique actuellement. Nous avons une stratégie qui nous permet d'éviter d'aller détruire des vaccins périmés. Dans beaucoup de pays, on détruit les vaccins parce qu'on n'a pas réussi à les consommer. Mais le Togo, ça dit on ne va pas détruire un seul vaccin périmé parce que le vaccin, ça coûte cher. Maintenant, beaucoup de pays commencent à se lever, qui commencent à dire attention, nous devons faire comme le Togo, il faut amener les populations à se faire vacciner. Un pays où même le corps médical a refusé de se faire vacciner. Mais aujourd'hui, on met la pression. Et donc, ces pays qui se lèvent aujourd'hui, aussi souhaitent avoir assez rapidement les doses de vaccin. Donc nous devons encore plus nous mobiliser, démontrer que le peu que nous avons, nous le consommons rapidement et qu'on peut nous mettre toujours dans les pays prioritaires à recevoir les doses. Parce qu'une chose est de commander, mais l'autre aussi de tout faire pour réceptionner. Le Togo fait partie de grands pays qui ont réfléchi à faire une commande sur des fonds propres de vaccins. Et ces 20 milliards, c'est beaucoup. Ce qui se passe dans notre pays relève réellement d'une volonté politique de faire en sorte que nous puissions déployer les meilleures stratégies possibles pour vacciner le maximum de Togolais. Dire aujourd'hui qu'il faut faire de la pédagogie, oui, nous avons commencé par faire de la pédagogie et nous avons vu le résultat. Nous avons des centres de vaccination qui sont là. Les gens n'y vont pas juste parce qu'ils ont été plus affectés par des fake news ou bien des infox et ils ont peur d'aller se faire vacciner. Donc nous sommes obligés de passer à une autre stratégie pour être plus agressifs, pour faire peur parce que ça coûte cher. Nous perdons beaucoup de temps. Monsieur le ministre, pour certains Togolais, pour Mme Victoire Tombouctou Dogo, même si le vaccin est périmé, il faut l'administrer aux populations. Alors je pense que les Togolais ont écouté le passage et le message qui est passé par Madame le Premier ministre est très clair.
À aucun moment, dans ce message que l'on vient d'écouter, il n'a été dit que l'on inoculerait un vaccin périmé à l'un quelconque de nos concitoyens. Le message de Madame le Premier ministre est un message d'engagement, de dire qu'au fond, aujourd'hui, nous achetons les vaccins. Et nous avons démontré notre capacité à les utiliser. Et le challenge, c'est de faire en sorte que nous n'ayons aucun vaccin périmé. Cela s'est déjà produit dans les pays voisins où il a été question de détruire des vaccins. Alors, des vaccins, la question du coût a été évoquée à raison, 20 milliards. Et les détruire, vous conviendrez avec moi que cela serait largement critiquable que d'acheter autant de vaccins et de les détruire. Mais je le répète encore, pour ceux qui, les esprits mal intentionnés, on va le dire, qui se sont amusés finalement à déformer les propos et à les diffuser, il me semble que nous sommes dans une situation particulière et il faut avoir de la responsabilité. Le message qui est passé, c'est un message d'engagement pour que nos concitoyens aillent se faire vacciner et que notre stratégie qui, jusqu'aujourd'hui, avance à petits pas et démontre ses résultats, qui nous permettent d'ailleurs, et ça il faut le dire, le pays est l'un des rares à avoir continué à investir alors que nous étions en pleine pandémie. Donc cette stratégie qui nous permet d'avancer puisse être continuée, puisse être menée à bon port. Donc il n'est pas pertinent de continuer à désinformer les populations, à essayer de détourner les messages des hauts responsables de notre pays à des fins que l'on peut facilement imaginer. Donc, selon vous, on a transformé les propos de la chaîne du gouvernement. Ce n'est pas selon moi. Vous avez écouté, nos compatriotes ont écouté. À quel moment Madame le Premier ministre dit que l'on va vacciner les Togolais avec des vaccins périmés? À aucun moment dans ce passage, sauf si je n'ai pas la même oreille ou la même qualité d'écoute que les uns et les autres. Donc depuis, le Togo n'a connu aucun. Le Togo a utilisé tous les vaccins. Tous nos vaccins ont été utilisés. Vous savez, les vaccins sont traçables. Il faut faire extrêmement attention à ces propos. Les vaccins sont traçables. Et l'OMS veille à ce que, une fois le vaccin arrivé à péremption, il soit détruit. À aucun moment, l'on ne saurait inoculer à nos concitoyens des vaccins périmés. Il faut véritablement être ferme là-dessus et que les uns et les autres comprennent que nous parlons de santé publique. Nous parlons de santé des individus. Les débats qui tournent autour de la qualité du vaccin, etc., ces débats-là existent. Mais de là à dire que l'on va inoculer, vous imaginez la portée du propos ? Donc là-dessus, il me semble que la fermeté doit être de mise. Il faut que les uns les autres arrêtent de diffuser ces messages-là qui sont faux à la base et qui mettent même en péril la déontologie de nos médecins. Faisons attention, parce que tous les jours, nous allons dans les centres de santé. Et si nous disons aujourd'hui que les médecins inoculent des vaccins périmés, je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Ok, aujourd'hui, c'est ce qui transparaît à première vue dans les propos de la chef du gouvernement. Mais comme aujourd'hui, vous rassurez la population que... Non, c'est une mauvaise lecture. On a écouté ce message-là et je pense qu'il faut insister là-dessus. Que le Togo a eu à acquérir sont tous utilisés. Aujourd'hui, nos vaccins sont utilisés. Et s'il advenait que l'un des vaccins soit périmé, le pays n'hésitera pas à les détruire parce que les normes l'imposent et l'on ne peut pas... Le fabricant, il connaît la date de péremption de son vaccin. L'OMS a un monitoring complet de ce qui est fait. Mais quand même, on est un pays et on est sérieux. La rentrée est annoncée pour le 27 octobre prochain. Le verre retenu pour les formalités administratives et pédagogiques. Monsieur le ministre, comment ça se prépare aussi sur le plan sanitaire cette rentrée? La rentrée de cette année va cherche à capitaliser sur ce qui a été réalisé l'année dernière. Vous savez que l'année dernière, il y a un certain nombre de mesures qui avaient déjà été prises pour faciliter la rentrée et organiser les cours. Donc, sur cette base, le gouvernement et particulièrement le ministère de l'enseignement primaire et secondaire
travaille sur une rentrée en 2 phases. Oui. D'abord, une rentrée pédagogique le lundi prochain, et ensuite, la rentrée des classes pour les élèves l'autre lundi, le 27 septembre. Et la rentrée pédagogique va non seulement permettre d'asseoir les nouveaux canaux pédagogiques pour enseigner en temps de crise, mais aussi sensibiliser les enseignants sur la situation et les mesures à faire respecter. Le gouvernement va continuer à accompagner les établissements sur les dispositifs de lave-mains, notamment les masques, et aussi sur les équipements pédagogiques. Le gouvernement continuera à accompagner la rentrée des classes avec ces éléments-là. Mais le 27, rentrée des classes avec probablement le double flux pour démarrer, le temps que la situation qui était un peu critique se stabilise un tout petit peu pour qu'on envisage de revenir à un flux normal. Donc la rentrée se prépare dans de bonnes conditions. Les préparations techniques se font au niveau du ministère de l'enseignement primaire technique, secondaire et technique, et l'accompagnement du gouvernement aussi est présent, notamment au plan social, on l'a vu. On a aussi appris que vous avez formé les enseignants par rapport à la gestion de la pandémie. Cela s'est imposé, et à partir du moment où la pandémie, justement, nous oblige à aller vers une autre façon de former, ou enfin d'enseigner, les enseignants gagnaient à acquérir ces nouvelles façons d'enseigner pour être plus efficaces sur le terrain, parce que la situation est délicate pour tout le monde. Par rapport à ces aspects techniques de la chose, l'année passée, c'est vrai que ça a été annoncé que les écoles seront dotées de cache-nez, des lave-mains et puis de gel hydroalcoolique, mais on a senti que c'est les écoles de Lomé qui ont été privilégiées à l'intérieur du pays. Ces cache-nez annoncés ne sont jamais arrivés jusqu'à la fin de l'année. Quelle est la méthodologie à prendre cette année pour que toutes les écoles du Togo reçoivent quand même ces cache-nez? Je vous le disais tout à l'heure, la rentrée de cette année va capitaliser sur les acquis de la rentrée de l'année dernière. Les cas que vous citez, effectivement, ont été documentés, ont été identifiés par le ministère, et aujourd'hui, il y a un travail qui est réalisé pour s'assurer. Ce sont des problèmes logistiques par endroit, et ça peut être aussi des problèmes d'individus, il faut le dire, par endroit. Et là-dessus, le ministère est organisé et est déterminé à faire en sorte qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette, faire en sorte qu'il n'y ait plus de ces situations-là où certains établissements n'ont pas reçu, comme il a été prévu, les dotations qu'on a annoncées. Okay. L'autre aspect aussi, c'est le nombre aujourd'hui cette année par rapport à la gratuité des frais scolaires. Il faut s'attendre peut-être au double de l'effectif qui était là l'année passée. Et ça nous pose aussi la question d'infrastructures d'accueil. Est-ce qu'on a des nouveaux bâtiments aujourd'hui pour faire face à cet effectif-là qui s'annonce pléthorique, monsieur le ministre, la rentrée prochaine? L'effectif s'annonce pléthorique, cela a été dit, mais moi je suis un peu surpris parce que il me semble qu'il faut parler aujourd'hui avec des données fiables. C'est très important. Il y a beaucoup de conjectures qui veulent que les écoles soient prises d'assaut et que l'on soit complètement débordé. À la limite, que les élèves viennent à l'école, est-ce que c'est une mauvaise chose? Il me semble que non. Donc, aujourd'hui, c'est la responsabilité du gouvernement que d'accueillir ces élèves-là. Donc moi, je préfère que nous obtenions cette quantité d'élèves qui viennent à l'école et qu'ensuite, les réponses soient apportées, qui sont d'ailleurs déjà en train d'être mises en place. Il y a une stratégie qui est établie et qui va permettre d'accueillir, mais sur la construction des salles de classe. Il y a des salles de classe qui ont été construites par endroits, mais il y a un projet de construction de salles de classe sur les 5 ans du quinquennat. Vous avez annoncé les hangars améliorés dans le temps, mais aujourd'hui, est-ce que c'est fait? Sur le terrain, les endroits qui auraient dû être dotés ont été dotés. Mais vous le savez bien, avec la pandémie, il y a eu un ralentissement sur cette projection-là. Mais c'est un engagement du gouvernement, c'est une feuille de route qui a été établie. Sur 5 ans, il y a un nombre de projets qui vont être exécutés. Moi, je pense qu'il faut le juger à l'acte.
On va marquer la pause et on revient avec notre ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewada, sur les dernières mesures restrictives prises par le gouvernement, le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, puis la campagne de vaccination, tout ceci dans le cadre de la lutte contre la pandémie liée au coronavirus. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour en studio avec notre invité, le ministre de la Communication et des médias, également le porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewada. Avec lui, nous évoquions le renouvellement de l'état d'urgence sanitaire, les nouvelles mesures restrictives prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et aussi la situation de la campagne de vaccination. À présent, vos réactions sur le 22, 21, 80, 99, le 92, 02, 80 sont entre le ministre. Tantôt, on parlait de la reprise des cours. Est-ce que, entre-temps, on nous a dit que le cash-nez se vendait à 50 francs. Est-ce que cette année, ce sera la même chose? Ou bien ce serait gratuit? Alors, pour le moment, sur le cache-nez, il n'y a pas de décision prise. Mais le ministère travaille sur la question et dès que la décision sera mûre, je pense que elle sera diffusée. OK. 22, 21, 80, 99. On prend le premier intervenant, c'est Isaac. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Isaac. Oui, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Isaac. OK. Monsieur le ministre, je vous dois beaucoup de respect. Merci. Je suis très, très content de votre débat ce matin. Merci. Mais quelque chose m'échappe. Quelque chose est en train de m'étonner par rapport à ce que vous avez dit. Le journaliste n'a pas écouté la bande vocale de la dame Premier ministre. Ce qu'elle a dit, nous tous, nous avons écouté. Même nos enfants qui ont fait le cours primaire, quand ils ont écouté, ils ont compris ce que cela veut dire. Je ne sais pas sur quelle base vous avez écouté et que vous nous dites que oui, la Première ministre n'a pas dit qu'elle va nous faire injecter les médicaments et les vaccins périmés. Nous tous, nous avons appris que c'est les vaccins périmés qu'elle veut nous injecter, parce que ça coûte cher. Nous tous, on a été braqués. Par exemple, moi, j'étais prêt pour aller me faire vacciner, mais maintenant, j'ai peur. Je sais plus quand j'irai, c'est quel vaccin ils vont m'injecter par rapport à ce qu'elle a dit. Okay, donc, merci. je voulais poser la question à savoir, est-ce que vraiment le Togo est prêt à garder les vaccins périmés pour nous vacciner ou c'est une parole qu'elle a fait pour nous rendre peur? Merci. Okay. Merci beaucoup à vous, Isaac. Sylvain, bonjour. Oui, monsieur Isaac, bonjour. Bonjour, comment allez-vous, monsieur Sylvain? Oui, je vais très bien. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Oui, effectivement, moi, j'avais apprécié presque toutes les dernières mesures que vous avez prises pour la lutte contre le coronavirus. Mais le seul point que j'ai critiqué, sur lequel j'ai critiqué un peu, c'est la refermeture des lieux de culte. Je vous avais expliqué, j'ai compris. Il y a certaines qui ne respectent pas les mesures. Prochainement, bon, c'est une doléance, c'est 1 mois qu'on nous a donné. À la prochaine réouverture, effectivement, essayez d'imprimer des autocollants. Quand vous constatez qu'il y a un lieu qui ne respecte pas, vous mettez sur ça porte non-respect pour fermeture, pour non-respect des mesures barrières. Et puis les autres continuent à impliquer Dieu dans cette lutte. Pardon. Aux prochaines réouvertures, essayez de vérifier. OK. Bon, on dit souvent, mais nous ne sommes pas dans le même village. OK. Ceux qui ne respectent pas, les lieux de culte qui ne respectent pas, fermez-les et mettez sur leur porte Fermeture pour le respect des mesures barrières. Merci beaucoup à vous, Sylvain. Derrière vous, c'est Albert. Albert, bonjour. Idras, bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Okay. Bonjour à monsieur l'invité. Bonjour, monsieur. Ok, d'accord. Sincèrement, il faut avoir l'humilité de reconnaître que, en cette situation, la communication au niveau du gouvernement manque d'humilité et de sérénité. Nous sommes d'accord, nous autres, pour faire le vaccin. Moi qui vous appelle, j'ai fait ça en avril. AstraZeneca, j'ai fait ça en avril et j'ai fait la deuxième dose en juillet. Et au même moment, parfois, au niveau de certaines communications, on semble nous faire croire que la vaccination est le seul moyen de freiner la propagation du virus. Alors qu'avant la vaccination, on mettait l'accent sur la protection par les masques et autres. Sincèrement, je crois qu'il faut revoir un peu la communication au niveau du gouvernement. Et puis, par rapport à la communication ou bien aux propos de Madame la Première ministre,
j'espère que on a semblé comprendre qu'elle met trop l'accent sur l'aspect économique. 1 milliard pour les vaccins, c'est bien. Mais C'est avec 2 les 20 milliards. milliards, si on utilise 10 milliards, combien d'hôpitaux on va équiper pour être prévoyant par rapport au futur? Peut-être dans 2, 3 ans, 24 ans, un nouveau virus va apparaître, on va nous dire qu'on a mis encore 40 milliards pour acheter les vaccins. Est-ce que le Togo ne peut pas aussi produire les vaccins et les vendre? Donc, soyons un peu plus réfléchis, humbles et réfléchissons pour l'avenir. Merci beaucoup. Kodjo, bonjour. Bonjour. Euh, Bonjour le journaliste. Bonjour, Kodjo. Bonjour le ministre aussi. Bonjour, monsieur. En fait, j'ai juste une inquiétude. Parce que selon ce que moi j'ai remarqué depuis l'arrivée de la pandémie, c'est que la population vous demande de créer votre propre vaccin. Pour que si c'est un vaccin africain ou bien un vaccin togolais, on va le consommer. Parce qu'à un moment donné, la population ne veut plus consommer ce qui vient de l'extérieur. Mais avec tous les milliards que vous dépensez, tous ces milliards, c'est pour notre bien. Mais comme vous voyez que depuis la population n'est pas prête à toujours consommer ce qui vient de l'extérieur, ne serait-il pas mieux que ce que vous avez commencé sur le campus, que vous le continuez, et que maintenant la population sait que devant lui, il y a ce qui a été créé dans son pays et ce qui vient d'ailleurs. Maintenant, il aura le choix pour que à ce moment-ci, c'est comme si maintenant ils sont forcés d'aller prendre le vaccin. Vous voyez, or, bientôt nous serons dans le monde de consommer local. La population, c'est ce qu'il remarque, c'est ce qu'il demande. Donc moi, je trouve que ce serait bien. Moi, je suis même prêt à être testé si je sais que c'est un produit togolais ou bien un produit africain. Mais actuellement, là où je suis même pas sûr si je peux prendre le vaccin ou bien je ne sais pas. Donc, merci pour Merci tout le beaucoup à vous, Kodjo. C'est vous qui bouclez d'ailleurs les réactions téléphoniques de cette édition. Monsieur le ministre, on va commencer avec Isaac qui revient sur les propos de la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe. Apparemment, ce qui est compris par les enfants et tout le monde, ce n'est pas ce que vous dites, selon lui. Moi, je l'invite tout simplement à réécouter. Je pense que l'extrait est clair et là-dessus, je n'en démordrai pas. Il ne faut pas sortir les propos de leur contexte. Et je pense très, très simplement qu'il faut qu'il se rassure. Personne dans notre pays ne lui injectera de vaccin périmé. Cela n'est pas conforme à la déontologie, ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, il vaut mieux qu'on reste là-dessus et qu'il se rassure de ce qu'il ne sera pas inoculé d'un vaccin périmé. Ok. Par rapport à l'autre intervenant, c'est vrai qu'il veut mettre l'accent sur l'aspect économique de la chose, 20 milliards de francs CFA. Là, il revient. Pourquoi ne pas investir dans une infrastructure, infrastructure sanitaire? Parce que ça, on peut encore connaître d'autres virus. Pourquoi dépenser, mais laisser les centres de santé dans des états un peu délabrés, si on peut le dire? Avant de répondre à cette question, il y avait une préoccupation sur les lieux de culte. Il y avait un de vos auditeurs qui proposait une stratégie pour améliorer celle qui existait. Je pense qu'il faut en prendre note et puis le retenir pour les discussions à venir après le 10 octobre. Maintenant, pour la question économique, est-ce qu'il ne faut pas investir dans les centres de santé? C'est déjà le cas. Il y a un investissement qui est en train d'être fait. Si vous aviez suivi le dernier Conseil national du dialogue social, il y a eu des annonces qui ont été faites dans ce sens-là. Sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les régions, il y a un grand centre qui est en construction pour les questions sanitaires particulièrement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui... Parce que le scanner aussi est problématique. La question du scanner a été abordée lors du Conseil national du dialogue social. Donc là-dessus, je pense que les réponses ont déjà été données aux uns et aux autres. Mais ce sont des hôpitaux qui vont être mieux équipés, organisés et être fonctionnels. Donc, aujourd'hui, nous sommes face à une situation immédiate. Et c'est une réponse qui est une réponse conjoncturelle. Parce que ce dont il parle, c'est de la structure. Et là-dessus, le travail sera de longue haleine, un travail sur la durée. Et il est déjà en cours. OK. Par rapport à AstraZeneca, lui, il revient sur la communication au niveau du gouvernement. Parce qu'en temps, vous avez dit que la vaccination serait le seul moyen. Avant, c'était le respect des gestes barrières. Pourquoi le Togo ne peut pas produire ses propres vaccins? Je pense que sur la communication... il n'y aura pas de vérité absolue. Mais ce qui est certain, c'est que la communication a été graduelle. Au départ, on a insisté sur les mesures barrières. Ce n'est pas faux sur les questions immunitaires, notamment.
Et au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, la communication s'adaptait. Donc il n'y avait pas de cafouillage dans la communication. Il peut y en avoir. Il n'y a pas de prétention du tout de la part du gouvernement pour dire que la communication était parfaite de bout en bout. Non. Il faut s'éloigner d'une telle conception. Il y a pu y avoir des biais de temps à autre et on l'assume pour les corriger. Maintenant, pour la fabrication d'un vaccin par nous-mêmes, il y a un travail qui avait débuté à l'université et qui se poursuit, mais vous le savez, nous partons de très loin par rapport à cela. Et nous devons assumer que ce travail-là prenne un temps. Le travail de la recherche est un travail de patience et ce n'est pas particulièrement simple. À l'université, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis à disposition. On peut faire mieux, on peut faire plus, et c'est le travail qui est en train d'être fait au quotidien. Surtout le consommer local, parce que lui, il est prêt Les phytothérapeutes avaient été mis à contribution et le dialogue se poursuit avec eux. Ok. Monsieur Missi, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission. Que dire aux Togolais, aux Togolaises qui vous suivent actuellement? Les remercier pour leur mobilisation, pour la vaccination, les remercier aussi pour leur disponibilité au quotidien, les encourager à nous aider à construire le Togo. Okay. Merci beaucoup à vous, professeur Akorda Ayewadan, porte-parole du gouvernement. Vous êtes également ministre de la Communication et des Médias, d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup à Ité Messan qui a assuré la mise en onde. La réalisation porte les griffes de Mathias Azialé. On vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end en compagnie de la chaîne de l'excellence Victoire FM, la 96.3.